tous et toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Notre séance d'aujourd'hui aura deux objets. Ce sera le second objet, nous allons nous intéresser à la construction d'une séquence en maternelle à partir d'un imagier. On a fait une séance lors du précédent cours, nous allons terminer pour faire 5 ou 6 séances. Donc ce sera la deuxième partie de ce cours, poursuivre la création de cette séquence sur l'imagier. Mais en première partie de ce cours, nous allons nous intéresser à un sujet qui est relativement limité, mais qui est important, qui est un sujet éventuellement de concours. Je dis éventuellement parce que c'est un sujet qui ne sort pas très souvent, mais qui implique toute une réflexion pédagogique tout de même. C'est celui de la correction de copie. Correction de copie. Je vous rappelle qu'à l'oral, et nous sommes dans cette seconde année de master, nous sommes évidemment ici pour fortifier tout ce qui relève de l'écrit du concours aussi, c'est-à-dire les parties compréhension et connaissance de la langue, mais nous sommes aussi ici pour apprendre le métier et regarder les pratiques pédagogiques, non pas simplement pour reproduire ces pratiques, pour l'exercer, ce métier nous-mêmes, mais aussi pour avoir ce pas de retrait qui est nécessaire à l'enseignement. Vous vous destinez non pas à être contractuel de l'éducation nationale, c'est-à-dire à être faisant fonction, c'est-à-dire à occuper ponctuellement les fonctions, mais vous vous destinez à être un enseignant, une enseignante de plein droit qui réalise des cours et qui a donc sur les cours qu'elle fabrique un regard réflexif. Et à l'oral du concours, on peut vous donner des documents dans l'épreuve pédagogique qui sont des documents produits par les élèves en vous demandant comment vous jugeriez de cette production d'élèves, mais on peut aussi vous donner des documents corrigés par un enseignant. Et la question, c'est à la fois ce que vous pouvez penser de cette copie d'élève, mais aussi de ce que vous pouvez penser de la correction réalisée par l'enseignant. Et ce n'est pas tout à fait le même regard, ce n'est pas tout à fait la même posture, puisque d'un côté, on juge des capacités de l'élève. Quand on regarde une correction, on juge aussi de la capacité de l'enseignant qui a corrigé. Alors, je vous propose de faire une petite heure pour commencer sur cette question-là, qui est celle de la correction d'une copie d'élève, ou plus exactement de la critique de correction. Avec mes collègues professeurs formateurs, vous aborderez la question de la correction des copies, mais une copie vierge de correction, comment la corrige-t-on? Ce sera ça la question. Moi, c'est une copie déjà corrigée que j'aborde. Cette copie déjà corrigée, comment on juge-t-on? Alors, je vous fais passer un document, je vais vous le vidéo projeter. Et ce document, nous allons l'observer et l'analyser sous plusieurs angles. Alors, c'est une copie qui est tirée d'un sujet de concours un peu ancien. Ce n'est pas d'une lisibilité absolue. On va quand même s'en sortir. Vous êtes habitué à mon écriture déjà, qui est particulièrement difficile à lire. Donc, une copie d'élève ne devrait pas vous poser de problème. Ce document, pour ceux qui ne l'ont encore pas, je fais juste des présentations un peu globales. Il est divisé en deux parties. Une partie supérieure qui est la copie d'origine et la partie inférieure qui est la retranscription de la copie d'origine. Donc, tout ce qui ne serait pas lisible dans la partie manuscrite pourrait être analysé dans la partie inférieure. C'est donc une copie de c'est un sujet de concours qui tombe quand même relativement rarement. Relativement rarement, mais enfin, il faut s'en prémunir tout de même. Que peut-on dire quand on nous demande d'estimer la qualité d'une correction? Nous allons commencer par
regarder cette copie. Ça arrive jusqu'au bout, non, ça arrive lentement. J'aurais dû le distribuer en 2 morceaux. Qu'allons-nous faire? Nous allons nous interroger. Oui, nous avons une copie, nous avons un objet. Nous avons un objet. Cet objet, dans quelle séquence il peut être produit? L'élève, il a fait quelque chose. Ce quelque chose, il s'inscrit dans un cadre. Donc, première question que nous allons nous poser, quelle est la séquence dans laquelle on pourrait localiser cet objet? Quand on va vous donner une page de manuel et que cette page de manuel expliquera par exemple que le son T, la lettre T, pardon, se prononce ce, quand est-ce que ça peut se localiser dans une séquence? Ce serait une séquence qui s'intéresserait par exemple au son ce, mais il y aurait d'abord une première approche qui serait sans doute ce égale S égale ce, puis un deuxième temps où il y a d'autres écritures possibles, le CCD, le C, le T. Donc quand on a un objet, cet objet, il faut le repenser en termes de programmation. Donc on a une copie, dans quelle fréquence est-ce qu'elle se placerait? Et on pourrait s'interroger en termes de séquence toujours à sa localisation, c'est-à-dire dans quel temps de la séquence. Première séance, parfois nous aurons une indication du jury ou du créateur de l'épreuve qui nous dira dans un premier jet, l'élève A, premier jet. Alors, on peut avoir un premier jet en fin de séquence, hein, si la séquence est de l'écriture, premier jet de la dernière phase de la séquence. Bon. Mais ça peut être aussi une séance initiale. Donc, première question, c'est de la séquence. Deuxième question que nous nous poserons, c'est celle de la réussite ou non de l'élève. Nous allons essayer d'évaluer nous-mêmes la copie. Si l'élève, il doit nous faire un portrait, si on estime que c'est la question du portrait, l'élève doit réaliser le portrait physique et moral. Physique, il y a des cheveux, des yeux, il y a éventuellement des vêtements, et puis moral, il y a des traits de caractère et peut-être des actions. Bon, si l'élève, il doit réaliser cela. Cette copie que j'ai là, est-ce qu'elle est plutôt en acquis? Est-ce que l'élève a acquis les notions nécessaires ou plutôt en non acquis? Et puis, dans un troisième temps seulement, on va s'interroger sur la correction qui est portée. La correction qui est portée. Autrement exprimé, est-ce que l'évaluation que je fais moi de ce produit, ce qu'a produit l'élève, est-ce que l'enseignant qui a corrigé fait la même évaluation? C'est-à-dire que quand je me dis, tiens, voilà une bonne information, là, l'élève a su faire un portrait physique, est-ce que l'enseignant qui a corrigé ça, il a mis dans la marge, tu aurais dû faire un portrait physique, les traits ne sont pas là. Bon, est-ce que nous sommes en décalage ou en accord avec l'enseignant? Et si nous sommes en décalage, pourquoi sommes-nous en décalage? Est-ce que c'est plutôt parce que nous n'avons pas vraiment saisi le cadre, justement séquence, localisation, réussite, ou est-ce que c'est parce que l'enseignant lui-même n'était pas cohérent avec ce qu'il a proposé? L'année dernière, si vous vous souvenez, nous avions fait un exercice à partir d'un ensemble de copies sur la préhistoire. L'enseignant demandait une description. Ça vous dit quelque chose, cela, description, 4 petits textes. Et puis, il demandait une description et en fait, tous les élèves avaient produit un récit. Et c'était lié à la consigne. La consigne était mal posée. Les élèves avaient cru, avec la consigne et le dispositif pédagogique, plusieurs images qui suivaient, qu'ils devaient faire un récit. Donc, c'est dans l'organisation que l'enseignant a loupé à un moment une marche, en quelque sorte, qui permet aux élèves de réussir, cette marche qui permettrait aux élèves de réussir à répondre à ce qui est attendu. Dans cette interrogation que nous avons là, donc séquence, localisation, réussite, évaluation personnelle de la copie et puis évaluation de la correction, nous devrons aussi nous demander ce qui relève de la consigne
est-ce que l'enseignant, puisque l'enseignant propose ceci comme consigne, dans quelle séquence sommes-nous? Est-ce que l'élève peut être dit en échec ou en réussite? Et puis, est-ce que l'enseignant est cohérent par rapport à sa consigne? Ça, hélas, parfois, il y a de l'induit, trop d'induit dans un cours. Qu'est-ce qu'on appelle l'induit? Ben, c'est ce qui va sans le dire. C'est ce qui va sans le dire. C'était évident que je corrigerais ceci ou cela. Mais si ce n'est pas dit, l'élève, évidemment, ne peut pas le savoir. Donc, alors, cette copie, vous l'avez ici. Là, je ne projette que la partie supérieure. Elle se trouve sous Moodle dans un dossier qui s'appelle correction de copie d'élèves. Comment est-elle organisée? Ben, vous voyez que c'est finalement une feuille double ouverte. Cette feuille double mise en format paysage. On a une indication sur l'année, CM1. Évidemment, il faudrait avoir une petite idée de la relation entre ce qui est demandé, donc la séquence, et les programmes. Que nous disent les programmes sur cette question-là en CM1? Nous avons ensuite ici un commentaire. Ce commentaire sur le bas de la page, vous voyez, il est reproduit ici sur la partie inférieure. Commentaire. Le sujet proprement dit, et puis l'élève commence. Jusqu'à fin. La partie retranscrite, nous avons donc cet ensemble-là en début. Puis l'appréciation globale, ce qui est autour de la date, ici. Et puis ligne 1, ligne 2, ligne 3, nous avons reproduction des commentaires ponctuels que l'enseignant fait par-ci et par-là. Alors, qu'est-ce qui me marque tout d'abord, moi, en tant que lecteur, sur cette copie? Et ce qui me marque, par exemple, c'est ceci là au-dessus, avant de la lire. Ceci me marque. Bon, l'enseignant fait un commentaire global sur la copie, il le fait ici, il le fait enfin, bon, très bien. Il faut faire un commentaire global. Donc, il fait un commentaire global. Ensuite, il fait des corrections ponctuelles, il marque dans la marge des corrections des commentaires, bon, tout ça, très bien. Et puis là, il met une indication. Cette indication, que nous dit-elle? Ben, elle nous dit une note sur 20, donc 7. Donc déjà, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Mais c'est le petit D qui m'interroge. Parce que le petit D, c'est aussi une correction. C'est une correction. C'est le modèle anglo-saxon qui corrige comme ça plutôt. Hein, de A à E. Ah, très bien. Puis alors, si vous avez 18 et demi, 19, vous mettez A+. A moins, si c'est plutôt 17. A, B, C, D, E. 5 lettres. 5 lettres pour 20 points. Vous voyez que ça reprend à peu près tous les 4 points, il y a une lettre. Donc, D, c'est entre 4 et 8. D, entre 4 et 8. Donc, il a notre élève, ben, il a finalement 2 7. Il a un 7 sur 20 et puis un autre 7, en quelque sorte, un autre 4 et 8 par une autre lettre. Alors, pourquoi? Ben, ça veut dire que notre enseignant, il a évalué 2 éléments différents. Il a évalué selon 2 critères qui sont des critères que nous devons deviner, mais que les élèves savent. Au bout du 3e, 4e devoir rendu, l'enseignant, il a bien expliqué aux élèves qu'il notait ceci, ça c'est une note entre 0 et 20, et puis il notait aussi cela, c'est une note entre A et E. Bon, il fait un choix, notre enseignant, de noter selon un double critère. Donc, il évalue 2 choses différentes. Alors, à votre avis, en français, en général, c'est une généralité, bon, après, ça dépend des types d'exercices, mais qu'est-ce qu'on peut vouloir évaluer quand on a 2 critères, comme ça, de notation différents? Oui, votre camarade met les pieds dans le plat. Oui, le fond et la forme. Autrement exprimé,
vous allez évaluer à un moment la réponse à la consigne. Vous demandez aux élèves de vous faire une conjugaison. Conjuguez-moi au futur le verbe partir. Et donc, ce que vous allez évaluer, c'est si le verbe partir est au futur. Et à partir de là, vous allez mettre une note à l'élève, une indication, si on doit la noter. Vous allez en tout cas juger la copie d'élève en fonction de la réponse à ce critère-là. Vous lui demandez de faire une description. Bien, vous allez juger de la qualité de la description. Vous lui demandez d'écrire un récit. Vous lui demandez de réciter une poésie à l'écrit, de reproduire quatre vers d'une poésie à l'écrit. Vous allez juger de la réussite vis-à-vis de la consigne demandée. Et puis, il y a une autre question qui est tout à fait différente, qui est celle de la cohésion globale de l'écrit. La cohésion globale de l'écrit, je vous rappelle ce qu'on appelle cohésion en grammaire. La cohésion, c'est le respect de la forme figée de la langue, c'est le respect de la norme linguistique, c'est le fait que partir n'a qu'un seul air, que manger s'écrit avec un G et non pas un J, c'est le fait qu'il y a des EN qui ne sont pas, qui font le son en alors que AN le fait aussi. Bon, le respect global d'une forme qui est celle de la langue française. Si vous corrigez tout globalement, si vous donnez une estimation globale de la copie, vous allez obtenir quoi? Ben, vous allez obtenir en quelque sorte cette copie-là. Ici, nous n'avons aucune couleur, et puis nous n'avons finalement, sans avoir regardé les critères hein, pour l'instant, mais on voit que ça c'est souligné, ça c'est rayé, ça, il y a un commentaire ici, il y a un commentaire là, ça c'est rayé, ça c'est souligné, ça c'est rayé, ça. Si vous corrigez tout en rouge comme ça ou en vert, ben, tout est vert ou tout est rouge. Mais l'élève, on doit lui faire comprendre. Donc, au bout de 3 fois, 3 copies que vous rendez à l'élève, tout est rouge partout, bon, bah, il va vite comprendre que ce n'est pas tellement la peine de faire des efforts parce que de toute façon, tout est rouge. C'est le problème de la dictée. La dictée, on fera un cours spécifique sur la dictée, mais la dictée, qu'est-ce qu'elle évalue exactement? Est-ce qu'elle évalue les lexèmes, c'est-à-dire les éléments aberrants de la langue française dans leur écriture irrationnelle, les deux R, justement, les deux M, les E-ments qui se prononcent amant, les O-N qui se prononcent E, monsieur. Est-ce qu'on évalue tout un ensemble de mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent, ou est-ce qu'on évalue des phénomènes grammaticaux précis qui répondent à des règles? La dictée, elle évalue tout d'un coup, théoriquement. Donc, on a tout un ensemble de chances de faire des erreurs un peu partout. Voilà pourquoi on fait une distinction entre une correction, on va dire en vert, qui est ce qui est la réponse à la consigne, et là on peut très bien réussir, et puis une maîtrise globale de la langue française qui s'évaluera en bleu ou en rouge, et là on peut très bien réussir ou complètement échouer. On peut très bien sauter à la haie, ou sauter en hauteur plutôt, on peut très bien savoir faire le mouvement du Fosbury, c'est-à-dire ce saut en hauteur très bizarre dans sa, dans sa prise d'élan et dans son élévation. On peut très bien avoir le geste technique, mais sauter à 30 cm du sol. Alors, au point de vue de la performance, c'est nul, mais au point de vue du geste technique, il est là. Donc, notre enseignant qui a un double système de notation, nous partirons avec lui sur un a priori plutôt positif, c'est se dire qu'il a effectivement, dans son souci d'évaluation, 2 critères que nous apprendrons ou que nous n'apprendrons pas, ça je ne sais pas, mais qui interviennent. Et si on ne nous l'apprend pas, ce critère, si à un moment donné, ce n'est pas indiqué de quoi il s'agit, on partira du principe que c'est plutôt un des critères sur la langue. Donc, on vérifiera que effectivement l'écriture des mots et la structure grammaticale de ce texte valent 8 sur 20, entre 4 et 8.
Et puis le respect de la consigne, c'est-à-dire ce morceau-là qui vaut lui aussi 4 sur 20. Alors, je vais maintenant lire la consigne et je vais lire le texte d'élève. Donc, vous l'avez ici, vous l'avez retranscrit sur une ligne en dessous. Une remarque, nous sommes un peu aidés par le sujet, nous sommes en février. Février, deuxième grande partie de l'année. Des acquis ont eu lieu en CM1. Ce n'est pas un élève de fin de CM1, mais ce n'est pas non plus un élève de CM2, CE2, pardon, un peu grandi. Non, nous sommes en plein milieu de l'année. Donc, un ensemble d'apprentissages ont eu lieu pendant déjà 6 mois. Et puis, expression écrite, bon, bah, c'est un exercice d'écriture. Nous sommes dans une séquence d'écriture. Le sujet 1, donc ce que donne l'enseignant. Installer, alors, entre parenthèses, c'est une époque où l'écriture inclusive n'existait pas, donc on met un petit, pour les filles, un petit entre parenthèses. Dans un télésiège, tu. Alors ça, c'est intéressant, on se demandera pourquoi il met le tu entre parenthèses. Oui, de installer, entre parenthèses, c'est une option. Vous êtes un garçon, c'est et, vous êtes une fille, c'est et eux. Et l'enseignant, dans l'écriture qu'il fait du sujet, il laisse l'option à l'élève. Tu es une fille, tu es un garçon, tu mets et eux. Mais alors pourquoi est-ce qu'il met le tu entre parenthèses? Quelle option est-ce qu'il laisse de cette façon-là par ce tu entre parenthèses? Regardez le paysage, le ciel était d'un bleu très pur, le soleil brillait de mille feux, heureux, entre parenthèses, heureuse, de nouveau un tu entre parenthèses, respirait à plein poumon le bon air des montagnes quand, brusquement, pourquoi un tu entre parenthèses? Quelle option est ouverte? Changer de pronom personnel. Oui, mais alors pour le mettre. Et oui, parce que rappelez-vous qu'à l'imparfait, AIS, AIS, AIT. Donc s'il regardait AIS, il n'est pas fixe. Il est fixe, pardon. S'il n'est pas optionnel. Si c'est nécessairement un AIS, l'élève a deux choix. Et il y a deux choix. Soit il fait un texte à la seconde personne, et donc ça continuera. Tu observas les arbres et tu voyas. Tu dis, tu voyas un oiseau dans l'arbre et tu. Ou alors, il va faire un jeu. Et ça ne change pas le AIS. AIS, AIS, AIT, IONS, etc. Donc, le tu, c'est une consigne en soi. Mais c'est une consigne quand même un peu vicieuse. Pourquoi? Parce que finalement, est-ce que vous en connaissez des textes qui sont écrits à la deuxième personne du singulier? Un texte, est-ce que c'est très couramment écrit en tu? Non. Est-ce que vous en connaissez un type de roman, par exemple, qui est écrit à la seconde personne? C'est des ouvrages d'un peu vieux. Dans les années 80, milieu des années 80, a émergé un phénomène qui était les livres dont vous êtes le héros. C'est des livres dans lesquels le lecteur a un choix de l'action de son personnage. Donc on lui dit, tu arrives par la porte, tu as deux places disponibles au premier rang ou au dernier rang. Que choisis-tu? Si tu vas au premier rang, va au paragraphe 17. Si tu vas au dernier rang, va au paragraphe 123. Alors donc on choisit, on dit, bah, je vais aller en 117, hop, on se retrouve au premier rang. Et puis alors là, une fois qu'on est au premier rang, il arrive des aventures du premier rang qui n'arrivent pas des aventures au dernier rang. Des aventures dont vous êtes le héros. Donc c'est des textes en tu. Mais effectivement, c'est extrêmement rare un texte en tu. Donc si l'enseignant, il voulait un texte qui soit en jeu, il aurait pu directement signaler, indiquer le pronom je depuis le début.
à se demander aussi, dans cette relation entre le tu et le je, si ce qui est décrit ici, c'est une expérience qui est une expérience un peu vécue ou si c'est une expérience fantasmée ou imaginée. Oui. Tu rentrais de l'école, tu traversais au passage piéton, quand tu... Bon, bah, scène de la vie quotidienne, tous les élèves sont un jour rentrés de l'école. Ici, nous avons un télésiège. C'est quand même une situation que l'élève ne peut qu'imaginer. Alors, bien sûr, certains élèves font du ski. Bien sûr, il y a des régions différentes. Bien sûr, nous sommes tous dans des climats méditerranéens. Certains sont dans des climats qui sont continentaux, donc il y a de la neige. Mais vous voyez, est-ce qu'on est dans une situation d'invention complète sur une situation inconnue? Est-ce qu'on est dans une situation connue? Est-ce que l'enseignant, pour simplifier, il n'aurait pas pu directement dire je ou il? Bon, il fait des choix. Voilà, l'enseignant fait des choix. Et là, nous avons un choix avec le tu et un choix plutôt induit. L'élève doit comprendre qu'il doit transférer en jeu. Alors, s'il l'a fait, eh bien, on supposera qu'il a répondu à la consigne, qu'il a déjoué le piège. S'il a mis un il, c'est qu'il n'a pas respecté le regardait. Donc, il aura plutôt échoué au piège. Et puis, s'il a laissé le tu, puisqu'il est optionnel, est-ce qu'il aurait vraiment échoué? Je ne sais pas trop. Il faut... Tout est signe. Tout est signe dans l'éducation. Tout a un sens. Donc, il faut que vous soyez attentif à la moindre variation sur ce qui serait une phrase de base, de tu sans parenthèse et sans parenthèse. Bon. Là, maintenant, votre maîtrise des types de textes. Qu'est-ce qu'il veut faire comme exercice d'écriture, notre enseignant? Expression écrite, mais expression écrite de quoi? Installé dans un tel ciel, je regardais le paysage. Le ciel était d'un bleu très pur, le soleil brillait de mille feux. Heureux, oui. Brusquement, tu respirais à plein temps, le plein poumon, le bon air des montagnes, quand brusquement. Alors, votre camarade nous dit cohérence attendue. Je vous rappelle la notion de cohérence, ce que c'est. Cohésion, je l'ai dit, c'est le respect de la grammaire et de l'orthographe. Cohérence, c'est le respect du modèle. Théâtre, poésie, injonctif, argumentatif. Quel type de texte sont produits? Texte descriptif. Votre camarade nous dit qu'il attend un texte descriptif. Possible, possible, mais à quoi ressemble un texte descriptif? Quelle est la cohérence du texte descriptif? Le texte descriptif, d'ailleurs oui, avant de vous mâcher le travail, rappelez-moi ce que c'est qu'une description. Je vais m'asseoir là comme ça, telle la Joconde, je vais croiser les mains et je vais vous dire décrivez-moi, Monsieur Montaclair en Joconde. Qu'est-ce que vous feriez? Me décrire là comme ça. Oui. Alors, il y a un observateur. Effectivement, on voit, on observe, on aperçoit. Il y a, même un il y a, ça pose, mais l'observateur, ce sera plutôt le on, en l'occurrence dans une description, avec un verbe de perception. Alors ici, effectivement, il y a le verbe de description un peu d'observation. Tu regardais le paysage. Tu regardais le paysage, donc ça peut aller. Donc votre camarade est conforté par tout d'abord la présence de cet observateur. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait le critère d'une description? Oui. Il y a même beaucoup d'adjectifs, etc. Alors, pourquoi y a-t-il beaucoup d'adjectifs et pourquoi est-il cesse précis? Vous me répondez sur un mécanisme d'écriture, mais il faudrait l'élargir un petit peu. Il y a beaucoup d'adjectifs et c'est précis,
Mais en fait, c'est parce que la description, comme son nom l'indique, c'est un inventaire. C'est une description, c'est-à-dire c'est une observation d'un ensemble d'objets. Une description relève plutôt de l'inventaire d'un objet. Autrement dit, elle a une robe noire, elle croise les mains sur les genoux, il y a une rivière dans le fond, il y a une petite colline à l'arrière-plan. On fait l'inventaire des objets présents, on fait l'inventaire de ce que l'on voit. Et donc, évidemment, il y a des adjectifs et il y a des objets relativement précis. Ici, nous en avons aussi. Soleil, air pur, précision, hein, le ciel est bleu pur, très pur, le soleil brillait de mille feux. Il vous manque quand même une idée importante, deux idées importantes sur la description. L'objectif, alors il y a un observateur, donc c'est l'objectivité de l'observateur. Hein, c'est celui qui regarde, oui, mille feux, c'est un jugement de valeur. Très bleu, bleu c'est une information, très bleu c'est un jugement de valeur. Nous avons là des indications qui renvoient à sa perception propre. Non, ce qui fait la description, c'est que l'observation, elle repose sur une idée d'espace, la spatialité. C'est un objet figé, une description. Oui, si je vous dis décrivez-moi la Joconde, vous n'allez pas me dire Mona Lisa se promenait dans la rue, elle achetait du pain, quand elle rencontra Léonard de Vinci, qui lui dit vous avez un beau sourire, est-ce que vous voulez venir de mon atelier? Et donc, non, ça, c'est pas une description de la Joconde. La description de la Joconde, c'est au premier plan, il y a une femme, elle a une robe marron noire, elle croise les mains, à l'arrière-plan, il a, et donc les liens qui relèvent de l'écriture de la description, c'est des liens de localisation, c'est des liens spatiaux. En haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu, premier plan, de second plan, en avant, en arrière. C'est un inventaire. Donc vous avez ici un objet. Eh bien, cet objet, vous allez en déterminer les différents éléments. En bas, il y a ses chaussures. Au milieu, on voit son pantalon, il est comme ceci et comme cela. En haut, sur la tête, il a un chapeau. Description, elle est donc spatiale. Et dans le roman, puisque le roman est au passé, il est plutôt à l'imparfait, mais une description, elle est plutôt généralement au présent. C'est une anecdote que je vous ai sans doute racontée l'année dernière quand je travaillais sur justement ce texte sur la description. Un jour, dans une formation, il y a très longtemps, je vais vous raconter ma vie, la fonction expressive de la communication. Vous vous rappelez de ça, Roman Jacobson, les fonctions, facteurs et fonctions de la communication, une fonction de la communication qui est de s'appuyer sur son expérience personnelle. Bref, c'était une formation, je demande à tout le monde c'était des enseignants étrangers, de se présenter et de présenter leurs voisins, de voir leur maîtrise du français. Et l'un me dit, alors mon voisin, il s'appelait, il était venu en France pour, et il faisait, et je dis, mais pourquoi imparfait? Ben, ils me disent, les descriptions, c'est un imparfait dans les textes. Oui, mais moi, si vous me décrivez aujourd'hui, vous n'allez pas me dire, il portait un pantalon marron, il avait oublié ses lunettes, vous allez dire ce que vous voyez là pour l'instant. Donc, elles sont au présent. C'est une situation figée que celle de la description. Et ce qui va faire basculer cette petite consigne que nous avons ici, c'est que nous avons un élément qui n'est justement pas un élément fixatif, en quelque sorte, figé. C'est un des liens logiques qui va apparaître ici. Nous avons sur une description une spatialité,
Une consigne de description, c'est au premier plan, on voit une femme assise. Au second plan, 3 petits points. Ou à droite, ou à gauche, ou en haut, en bas. Un lien de localisation. Or, ici, nous avons un lien quand brusquement, nous en avons deux, quand et brusquement, nous avons un lien de temporalité. Les descriptions, elles ne sont pas temporelles, puisque c'est quelque chose de figé. Comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas dire que la Joconde, elle s'était assise sur un tabouret et Léonard l'avait peinte. Il lui avait fait, puis il lui avait demandé de croiser les mains, et ensuite il avait fait petite rivière. Il y a, on voit, à droite, il dit, la description, elle est avec des liens de spatialité. Tenez le premier rang. C'est ce document-là qu'on avait fait l'année dernière, il me semble, sur les descriptions. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ou alors ça se trouve, j'ai bouffé la consigne. C'est un cours que je devais faire, puis j'ai pas eu le temps de le faire. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien. Bon, eh ben on le fera un jour voisin. Vous saurez donc que la description, c'est spatial. Et quel est le type de texte qui, lui, est temporel? Eh bien, c'est le récit. Et le récit, il n'a pas d'observateur, il a un narrateur. Il peut être à la première personne. Je fais ceci, je fais cela. Il peut être extérieur. Il monta l'escalier, il ouvrit la porte, il vit qu'il y avait des places libres. Elle ne fait pas un inventaire, mais ce récit, il ne fait pas un inventaire, mais il fait des événements. Il ne repose pas sur le principe de la spatialité, mais sur le principe de la temporalité. Il arriva, puis, alors, c'est à ce moment-là que, soudain surgit, on vit à ce moment-là, 3 jours plus tard, des liens qui sont des liens qui organisent l'histoire sur le temps, qui organisent des événements sur le temps. Et puis, le récit, il est dans une alternance de temps qui est l'imparfait et le passé simple. Alors, je vous renvoie à ce que nous avions vu l'année dernière sur la valeur des temps. Chaque temps a des valeurs, c'est-à-dire qu'il a des emplois. Quand est-ce qu'on emploie le futur? C'est pour dire une action qui vient. Mais on peut employer le futur aussi pour donner un ordre. En rentrant, tu achèteras du pain. C'est plus qu'une demande, c'est un ordre. Quand tu descendras l'escalier, tu éteindras les lumières. Alors ça aussi, c'est un ordre. L'imparfait et le passé simple, ils fonctionnent parfois en couple, et ils fonctionnent toujours en couple dans le récit, parce que l'un décrit des actions qui sont ponctuelles et rapides. Il vit, il monta, il aperçut, il sortit son revolver, il tira. Passé simple, c'est les événements. Passé simple, c'est les événements ponctuels, rapides, immédiats. Quand l'imparfait, c'est les actions longues. Exemple typique, il traversait les bois quand il vit le loup. Le chaperon traversait les bois, c'est long, ça ne prend pas 5 minutes. Il fait des détours, il monte sur une souche, je ne sais pas ce qu'il fait, mais enfin, ça dure un certain temps. En soudain, il vit, action immédiate et ponctuelle, le loup. Donc nous avons des modalités qui sont des modalités différentes entre la description et le récit. Et comme l'a dit votre camarade, les 3 premières phrases de la consigne, ça pourrait être des consignes de description. Installé dans un télésiège, tu regardais une action longue.
observateur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un arbre, tu vois le soleil, tu vois le ciel, tu respires à plein poumon, ça pourrait continuer, décrit le paysage. Et là, on aurait une description. Mais le texte bascule et on a un soudain, quand brusquement, donc un lien d'événement, un lien qui indique qu'on va, un lien temporel, deux liens donc, temporels, qui nous indiquent des actions. Donc dans cette consigne, il y a deux pièges. Il y a deux pièges. Il y a un premier piège qui est le tu. Et puis il y a un deuxième piège qu'en fait on veut un récit. On veut un récit et non pas une description. Et ça commence comme une description. Donc ça, je ne sais pas, erreur de débutant. Je vais vous dire mon avis personnel sur cette copie. À mon avis, c'en est une fausse. Un sujet de concours, hein, donc on ne peut pas dire que c'est un faux document. Mais à mon avis, c'est une copie qui a été corrigée exprès pour être le sujet d'un concours. Parce qu'il y a de très énormes erreurs qui vont être réalisées par l'enseignant ici dans cette copie. Alors qu'il accumule tout autant d'erreurs que notre enseignant, ça paraît un petit peu bizarre. Donc je suppose que c'est une copie qui a été un peu produite exprès pour être sujet de concours. Donc nous qui savons lire, ben, nous savons que ce que attend plutôt l'enseignant, c'est un récit à la première personne. Et nous qui savons lire, nous voyons aussi qu'il commence comme une description. Et nous qui savons lire encore, nous voyons qu'il laisse la porte ouverte à la seconde personne. Séquence, j'ai dit que nous nous interrogerions sur la séquence. Eh bien, nous sommes dans une séquence qui est une séquence d'expression écrite, c'est marqué dessus, mais production du récit, production du récit. Si je devais, par rapport à mon petit tableau ici, narrateur, événement, temporalité, système de temps imparfait passé simple, compléter ce que c'est qu'un récit, je devrais ajouter trois éléments. Il y a des personnages, je vais mettre ça d'une autre couleur, ce n'est pas parallèle à la description pour le coup. Nous avons des personnages dans un récit, il y a un narrateur, mais il y a aussi des personnages, ce n'est pas le même individu. Ce n'est pas forcément le même individu qui raconte l'histoire et qui la vit. Est-ce que vous avez un exemple personnel de vos lectures qui montrerait très clairement la différence qui peut exister entre un narrateur, celui qui raconte l'histoire, et le personnage principal? Ce n'est pas tout à fait le même individu. Bien, oui. Alors, ça peut, dans tous les récits qui sont en jeu, le narrateur raconte en général ce qui lui arrive. Mais ça peut ne pas être le cas. Et c'est même plutôt très souvent le cas. Dans tout le roman du 19e siècle, nous avons un narrateur qui est dit omniscient, extérieur, qui sait tout sur tout. Et puis les personnages, eux, ils se déroulent sous leurs yeux. Si vous prenez un roman dans lequel vous passez d'une scène à une autre, d'un personnage et ce qu'il pense, à un autre personnage et ce qu'il pense, ça veut dire que le narrateur, il est dans la tête de tous les personnages. Il sait ce que veulent tous les personnages. Il peut passer d'une tête à une autre tête. Donc ça veut dire que ce n'est pas un personnage de l'histoire, le narrateur. C'est quelqu'un qui est au-dessus, qui surplombe. Le narrateur, il peut être dans l'histoire ou il peut être extérieur à l'histoire. C'est le cas d'ailleurs le plus fréquent. Et puis, il y a des propositions mixtes. Si vous prenez les romans de Conan Doyle, par exemple, les aventures de Sherlock Holmes, une petite nouvelle, le personnage principal, c'est Sherlock Holmes, il mène des enquêtes, mais celui qui raconte l'histoire, c'est le docteur Watson, c'est son associé, qui dit je tout le temps. En général, ce qu'il dit surtout, c'est je ne comprends rien. C'est le principe du roman policier, c'est que pour que le lecteur puisse suivre un peu l'enquête,
il faut qu'il y en ait un qui découvre des trucs, et puis l'autre qui ne comprenne rien du tout. Et à chaque fois, celui qui ne comprend rien est obligé de demander des informations à celui qui comprend tout. Et donc, comme ça, le lecteur sait les informations que trouve l'enquêteur. Euh, Hercule Poirot chez Agatha Christie, il a comme adjoint le capitaine Hastings, qui est con comme la lune, le pauvre garçon. Il ne comprend rien à rien. Il fait toujours des fausses hypothèses. Mais c'est parce que, émettant des fausses hypothèses, ça permet à Hercule Poirot de faire les siennes, de ne pas les laisser dans sa tête, mais de les dire. Et donc le lecteur les voit, ou le spectateur les voit. Tout le monde fonctionne par doublon dans les romans policiers. On a toujours l'enquêteur a toujours un faire-valoir qui ne comprenant rien est celui à qui on explique, comme on explique au lecteur. Personnage, il y a aussi un début, une situation initiale. Il faut que ça se passe quelque part à un moment. Il était une fois dans une forêt lointaine, une sorcière qui, ah ben, il était une fois. Le début, c'est ce qu'on appelle la situation spatio-temporelle, le temps et l'espace. Dans un château lointain, un roi et une reine eurent une fille. Wow, Cendrillon eurent une fille. Dans un château lointain. Et puis, enfin, il y a une fin, c'est-à-dire qu'on termine l'histoire. Si vous voulez savoir où on en est dans une séquence sur le récit, il suffit juste de se demander ce que maîtrisent les élèves. Si les élèves vous font un début où ils vous disent dans la rue, machin ouvrit sa voiture, ben, dans la rue, ça veut dire que l'élève a compris qu'il faut une situation déjà spatiale. Donc il maîtrise la notion de début. Est-ce qu'il y a un personnage? Oui, non. Est-ce qu'il y a des événements qui se déroulent? Est-ce qu'on va vers la fin? Oui, si vous voulez savoir ce que maîtrise, où on en est dans la séquence, ben, on en est dans ce que maîtrise l'élève. Pas de système de temps, ça veut dire qu'on n'a encore pas fait le système de temps dans la séquence. Pas de personnage, ça veut dire qu'on en est dans les descriptions de la situation initiale. Pas d'événement, ça veut dire qu'on n'a pas expliqué que c'est des actions successives qui sont temporalisées. Ici, l'enseignant, il nous donne la situation initiale. Installé dans un téléphérique un jour de grand soleil. Il nous donne le personnage. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, il va nous demander, brusquement, il va nous demander de fabriquer l'événement. Cet événement, nécessairement, il va s'organiser selon un système temporel, fort brusquement, quand le temps. Et puis, puisqu'on a le début, eh bien, l'élève le dit lui-même, l'élève lui dit lui-même, ça va jusqu'à la fin. Donc, dans une séquence sur le récit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comprendre aux élèves qu'il y a un début. Séance 1, il faut que ça commence quelque part. Séance 2, il faut qu'il y ait des personnages. Temps 2 de la séance 1, il faut qu'il y ait des personnages qui fassent des choses. Ensuite, qu'est-ce qui leur arrive? Et puis, comment ça finit? Et puis, à un moment, on glisse l'idée qu'il y a un système temporel et des liens logiques particuliers. Donc, une séquence normalement construite sur le récit, c'est situation initiale, personnage, événement, lien logique, lien temporel imparfait, passé simple, et puis situation finale. C'est dans cet ordre-là qu'on amène les informations, parce que c'est cet ordre-là qui est le plus logique. On commence par le début, dans un lieu particulier émerge un personnage à qui il arrive quelque chose. Donc, séance 1, début et personnage. Séance 2, personnage stricto sensu, quel personnage, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait. Séance 3, qu'est-ce qui lui arrive. Séance 4, temporalité imparfaite. Séance 5, peut-être retour sur les événements, on fortifie les événements, et puis enfin, la fin. Que ce soit en étude du récit ou en production du récit, il faut faire émerger les mêmes éléments.
Donc là, on est sur un enseignant qui nous fait émerger la fin, l'imparfait, le passé simple et les événements. On est plutôt sur une fin de séquence. On est plutôt sur une fin de séquence. Un exercice d'une banalité affligeante que l'on demande quand on étudie un récit avec les élèves, c'est de leur dire, imagine que, et que ça finisse comme ça, écris la fin du récit. On change un élément de la fin et on demande à l'élève de finir l'histoire. Donc l'écriture de la fin. Mais comment il fait pour écrire la fin? Eh bien, il doit maîtriser évidemment les règles qui sont en œuvre. Je vous laisse un petit instant de réflexion. Si je vous dis d'écrire la fin d'un récit, quels sont les éléments qu'absolument vous attendez? Vous voyez, on a vu qu'à partir de la consigne, il attendait un certain nombre d'éléments. Il attendait un jeu, il attendait de l'imparfait, il attendait un événement précis plus fin. Bon, ça, c'est ce qu'il attend. Mais maintenant, puisque c'est une fin, cette fin, quels éléments de construction, quels éléments nécessairement elle doit avoir? Si je vous dis inventez-moi un récit, par exemple, vous allez me dire dans un bois, un chaperon se promenait. Vous allez me dire une petite souris avait faim, elle sortait du mur. Vous allez me dire l'oiseau se posa sur la branche en ce matin d'hiver et chacun va partir sur sa situation initiale souhaitée. Je vous dis inventez-moi un récit sans critère. Chacun va inventer un temps, un lieu, un personnage de son cru. Mais si je vous demande une fin, une fin. Vous ne pouvez pas, si je vous dis le chaperon tira sur la chevillette et la bobinette chut, il entra et il vit. Si vous me dites il mit sa ceinture et l'avion décolla et je me dis waouh, sur le petit chaperon rouge, vous avez fait un petit écart là quand même. Quand on entre dans la grand-mère, chez la grand-mère habite dans un avion, il fallait peut-être nous le dire avant. Donc il y a dans cette fin, dans cette suite, des critères qui sont en l'occurrence non dits. Oui. Alors il faut effectivement une reprise des ou de la situation. Installé sur un téléphérique quand brusquement, eh bien, quand brusquement j'allumais la télévision, waouh, téléphérique, il n'y a pas de télévision dessus. Hein. Donc, on s'attend à ce que, critère non dit, c'est qu'il y ait continuité entre la situation initiale et. Maxime, vous voulez fermer les volets parce que je vois que vous êtes. Ça oui, qu'il y ait évidemment continuité de l'espace, puisque nous avons un début spatio-temporel, continuité de l'espace. Quoi d'autre? Alors, vous avez dit les persos. Effectivement, reprise des personnages. Le petit chaperon entra dans la maison de la grand-mère, et là, vous m'inventez un motard qui passe sur la route et qui percute le loup. Oui, mais on était dans la maison. Alors, si vous changez les personnages, ils sont deux dans la maison. Comment le motard fait pour entrer dans la maison? Si le loup est couché dans le lit, comment la moto elle percute le lit du loup? Enfin bon, les deux personnages dans la pièce. Reprenez-moi ces deux personnages. Quoi d'autre? Oui. Reprise évidemment de la temporalité qui est énoncée ici. Et là, vous voyez combien le texte est vicieux d'annonce. Pourquoi est-il vicieux, le texte d'annonce? Eh bien, parce que tout est à l'imparfait. Alors bon, passé simple pour installer. Regardez, était, brillait, respirait,
Ce sont des actions longues. Le soleil ne brille pas une seule fois. Il brilla. Tu respiras. Non, c'est des actions longues, comme tout un instant fait. Mais il faut que l'élève, il invente, il puise sur ce qu'il sait pour savoir que quand brusquement, le chaperon se promenait dans le bois, quand brusquement, il vit le loup. Le chaperon se promenait dans les bois, quand brusquement, il voyait le loup. Ah non, on ne peut pas ça, il voyait le loup. Non, parce que c'est une action longue. Voyait. Quand il vit le loup. Sur le respect de la temporalité, le quand brusquement implique un passé simple. Et ça, ce n'est pas dit. Et il n'y a aucun modèle de passé simple dans la consigne. Donc la consigne, plus ça va, plus la consigne, je la trouve un peu mauvaise quand même. Dans mon jugement, je fais de la situation. Vous avez oublié une chose encore. Vous avez la liste ici de tout ce qu'il faut respecter. Donc il y a une chose aussi qu'il faut reprendre de manière très simple. Oui, ben oui, c'est les événements. C'est-à-dire qu'il faut aussi une reprise cohérente. Une reprise cohérente. Et encore vous raconter ma vie. J'ai étudié Jules Verne. J'ai fait ma thèse sur cet auteur-là, Jules Verne. Et je me suis intéressé aux événements chez Jules Verne, en montrant que sur les un peu moins de 50 romans, les événements étaient souvent les mêmes. Mais pourquoi? Parce que quand on voyage en train, qu'est-ce qui peut vous arriver? Quand on voyage en train, le train peut dérailler, bon, un wagon peut se décrocher, on peut avoir quelqu'un ou un animal sur la voie, bon. Et après, le train peut être attaqué, oui, ça fait 4. Mais qu'est-ce qui peut arriver dans un train? Vous voyagez dans un ballon, une montgolfière. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Ben, vous perdez du gaz, vous tapez à un arbre, vous êtes pris dans une tempête, ça en fait 3, mais quoi d'autre? Il n'y a pas 36 événements qui peuvent arriver. Mais en tout cas, vous êtes dans une montgolfière, vous ne pouvez pas perdre un wagon. Donc, nécessairement, il y a reprise de la cohérence. Reprise de la cohérence. Ici, il faut que nous arrivions à un événement qui se passe dans un téléphérique, dans un télésiège. Et là, c'est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, c'est un exercice un peu difficile parce que vous autres qui êtes Belfortin, qui habitez au pied du ballon d'Alsace, je me suppose que vous avez déjà vu à quoi ressemble la neige, mais ce n'est pas le cas d'un élève forcément lambda. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un télé quoi d'ailleurs? Téléphérique ou télésiège? Téléski, non, télésiège. Qu'est-ce qui peut arriver à un télésiège? Les bronzés font du ski, ça dit quelque chose à tout le monde. Voilà, donc il s'arrête en plein milieu, téléski, en pleine nuit, le bonhomme reste coincé dessus. Bon, ben voilà, oui, référence, mais c'est une référence un peu ancienne, hein, ça a 30 ans, les bronzés font du ski. Dites-moi, vous aviez une idée? Alors il s'arrête. Alors, oui, mais on est déjà assis dedans. Ah oui, ouais. Voilà, là, votre camarade nous fait une très bonne interprétation. On voit le véhicule du tire-fesse au ski, où on s'assoit sur le truc et en fait, il ne faut pas. Et voilà, on tombe les quatre fers en l'air. Encore toute ma jeunesse. Bref. Donc là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'elle nous dit on tombe avant de s'asseoir dedans. Non, installé. Vous y êtes déjà. Il peut s'arrêter, il peut tomber. Voilà, un drame, il peut tomber. Ou quoi d'autre? Oui, ce que je suis en train d'essayer de vous montrer là, c'est que quand on met une consigne, quand on écrit une consigne, surtout quand ce n'est pas véritablement une consigne, mais que c'est une amorce de récit ou une amorce de texte, plus vous reposez sur les acquis des élèves, plus vous avez des chances d'avoir des résultats qui ne sont pas conformes à ce que vous attendez. Notons d'ailleurs qu'il manque la consigne proprement dit. Et que la consigne en aurait bien besoin. Est-ce que quelqu'un peut me la formuler, la consigne, à partir de là, de ce que je viens de vous dire là? Qu'est-ce que ça pourrait être, la consigne? Et la suite du texte à partir.
écrit la suite du texte en respectant peut-être le temps, ce genre de choses. Alors, on va faire des consignes. Non, elle est très bien, la vôtre. Mais on va les faire séance par séance. Et si, par exemple, la première séance, vous avez vu la situation spatio-temporelle, ben, vous allez mettre écrire un, et là, pas un texte, parce que il faut habituer les élèves à l'idée que il y a des récits, il y a des descriptions, il y a du théâtre, il y a de la poésie, donc écris un récit. Et puisqu'on est sur le début, on va lui dire écris le début d'un récit, et vous allez lui mettre le critère de réussite qui place le lieu et le temps de ton histoire. Le cadre spatio-temporel, si vous avez vu ce mot un peu technique, mais qui place le temps et le lieu de ton histoire. Si vous êtes dans le personnage, décris, alors là, une description, ou écris une description du personnage, de ton histoire, en notant ses traits physiques et son habillement. Alors là, l'élève, il sait qu'il fait un type de texte particulier et que ce qu'on attend de lui comme critère, c'est habillement et physique. Et donc, si on en est ici, là, dans cette fin, eh bien, la consigne, c'est écris la fin. Et si vous dites écris la fin, c'est qu'on est dans la séance finale d'évaluation. Pourquoi? Parce que vous ne donnez aucun critère. Donc, si vous ne donnez aucun critère, c'est que vous pensez que les élèves les maîtrisent tous. Si au contraire, vous dites écris la fin de cette histoire, en veillant à respecter la situation, le personnage, c'est que vous donnez aux élèves, vous rappelez aux élèves les critères, mais que vous lui dites que ce que vous allez noter, c'est spécifiquement ces éléments-là qu'il doit encore travailler et maîtriser. Oui, quand on donne des critères extrêmement vastes, c'est qu'on est dans une certitude que l'élève maîtrise tout. Ou alors c'est qu'il a une aide à côté de lui, il a une fiche, il a un tableau qui est celui-là, avec récit égale situation initiale, il était une fois, narration, narrateur, etc. Soit il a une aide, et puis tu t'appuieras sur l'aide. Soit il sait tout, et donc vous lui dites fais-moi la fin. Soit il est dans une étape où il progresse, et vous lui dites ce que vous allez évaluer spécifiquement. Donc moi, ce que j'aurais bien vu comme consigne, c'est écrire la fin de ce récit en respectant la situation de départ, même écrit la fin de ce récit à la première personne. Écrit la fin de ce récit à la première personne. Donc, prise du perso, c'était évident. En reprenant la situation décrite et en trouvant une fin cohérente, point. Donc là, il a les éléments que j'attends. Point. Utilise à bon escient l'imparfait, le passé simple. Utilise pas à bon escient. Je le retire, le à bon escient, parce que c'est un mot qui s'écrit de manière totalement aberrante et puis qui n'est pas d'un très clair. Utilise correctement l'imparfait, le passé simple. Utilise là où il le faut l'imparfait, le passé simple. Et là, j'ai une consigne extrêmement claire et précise sur ce que je vais évaluer et sur ce que l'élève doit faire. Et puis ensuite, installé dans un télésiège, tu regardais le paysage. Et là, comme je sais que je fais un récit, ça peut commencer en situation initiale, ça peut commencer en description, parce que quand brusquement, on a l'enclenchement du récit. Pas clair, pas de consigne, amorce peu clair. Donc l'élève, est-ce qu'il réussit? Vous voyez, séquence, plutôt la fin de la séquence, manque de consigne, confusion sur le type de texte attendu, récit ou description, manque de clarté sur les attentes. Ça fait un peu beaucoup déjà, hein. Ça fait déjà un peu beaucoup. Ensuite, l'élève nous fait un récit. Alors, le télésiège s'est arrêté. Alors, vous voyez, sur le s'est arrêté, SES plus loin, infinitif d'arrêter,
Ce qu'on peut dire, c'est que le arrêté, il est très bien écrit au point de vue de sa forme lexicale. Il y a le circonflexe, il y a tout ce qu'il faut. Bon, simplement, évidemment, c'est pas CSES arrêté, c'est autre chose. Ça, c'est la cohésion. Ça, c'est la correction grammaticale. Ça, c'est le petit d. A, B, C, D, E, F. Est-ce que c'est écrit dans un français grammatical? Bon, ben là, pour le coup, pas. Mais est-ce que c'est le temps attendu? Alors, essayez d'être un petit peu réflexif. Je sais qu'il est 11h30, que c'est difficile. Est-ce que c'est arrêté? D'ailleurs, quel temps c'est? C'est pas un passé simple, c'est pas un imparfait. Quel temps c'est? Est-ce qu'il convient ici? C'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est un passé composé. Très bien. Auxiliaire au présent, plus participe passé. Est-ce que le passé composé convient dans cette situation-là? Quand brusquement, le télésiège s'est arrêté. Je regardais le paysage, quand brusquement, le télésiège s'est arrêté. Est-ce que c'est grammatical? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est grammatical? Tout à fait. Et donc, c'est dans la valeur des temps. Il faut vraiment que vous révisiez mes cours de grammaire. Hein. Pas imparfait, passé simple. Dans le français normal, courant, pardon, cohérent, mais courant, on remplace le passé simple par le passé composé. Je vais rentrer chez moi et je vais dire à ma femme, quand je suis arrivé à l'INSPE à 10h, je vis Sylvain. Non, j'ai vu Sylvain. Alors, on n'utilise pas du tout. Ou alors, Sylvain et moi, nous allâmes prendre un café à 10h. Nous sommes allés boire un café à 10h. Voilà. Donc, évidemment, dans le langage courant, c'est le passé simple, passé composé, pardon, passé composé qui remplace le passé simple. Et c'est tout à fait grammatical parce que c'est une valeur du passé composé que d'avoir la capacité à raconter les événements d'un récit. Donc l'élève nous fait un passé composé. Et c'est juste. Et c'est juste. Donc, bien joué. À cause, bon, à cause, encore de la grammaire, d'une personne qui n'avait pas abaissé avec un simple E, bon, son garde-bon. Le vocabulaire du ski, ça ne s'invente pas. Hein. Le vocabulaire du ski, ça ne s'invente pas. À partir du moment où vous voulez écrire une situation très particulière, il faut que l'élève soit constitué le vocabulaire qui va avec. Si vous voulez lui faire décrire une feuille, la nervure, c'est un peu nécessaire, mais on n'invente pas ce que c'est qu'une nervure. On n'invente pas ce que c'est que la bogue d'un marron. Donc, vocabulaire. Donc là, l'élève n'a pas le vocabulaire. Si l'élève n'a pas le vocabulaire, c'est votre faute. Hein. Je vous le dis très clairement. Constituer le vocabulaire dont un élève a besoin pour écrire, c'est un travail préliminaire absolument nécessaire. Donc, garde-bon, soit on l'accepte, soit c'est de notre faute. Donc, qui n'avait pas baissé son garde-bon et d'une autre personne, parce que tout attaché, elle avait, et là il y a une grosse faute, parce que elle avait. Le elle, il est entre virgules. Ça, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible de mettre entre la causalité parce que et le sujet, virgule. Et c'est pas possible de mettre une virgule entre le elle, entre le sujet et le verbe. Et donc ça passe. Ça, l'enseignant ne le voit pas du tout. Perdu, c'est ski. Et alors, le télésiège s'est arrêté. Alors, celui-là est aussi un peu faux, hein, puisque c'est SES, donc c'est le déterminant possessif. Arrêtait, c'est un imparfait. Donc, il est faux. Pendant 5 minutes, alors on avec un T ou pas? Non, on vit. De même, une virgule après le on. On vit, regardez.
Ah, celui-là, il est faux, par contre. On vit regarder. Oui, autant les autres, phonétiquement, ils sont justes. Même avec un imparfait, même avec un infinitif, le c'est, arrêter, c'est, ils sont justes. Là, le vit regarder, il n'est pas juste. Il y a un passé simple et il y a un imparfait. Il y en a un faux. Alors, comment ça s'explique que l'élève mette deux verbes et puis deux temps différents? Ben, c'est qu'il est en train d'écrire, le gosse. Et quand on écrit, eh bien, on a une idée, donc on met l'idée, et puis ben, après, on en a une autre, on en met une autre. Donc, il a hésité entre voir et regarder. Il n'a pas fait attention, il les a mis les deux. Sauf qu'il y en a un qui a la bonne forme grammaticale au point de vue du temps, c'est vie, et l'autre, il ne l'a pas. Donc là, effectivement, là, il y a une faute, le paysage. Il était très beau, et le soleil était joli, et ensuite le télésiège. Alors, le télésiège quoi? Le télésiège repartit sur son chemin, et nous eûmes rentré au chalet. Ah, alors là, ça craint. Aussi, nous eûmes rentré. Ça ne va pas. Nous rentrâmes, nous sommes rentrés. Et fin. Donc, si je devais porter maintenant mon jugement personnel, est-ce que l'élève a déjoué le piège du jeu? Bah, plus ou moins, puisqu'il a inventé un personnage et que finalement il ne l'a pas réutilisé, mais qu'il n'en a pas beaucoup besoin, sauf le nous à la fin. Bah, c'est un nous collectif entre lui et les autres du télésiège, nous. En tout cas, il a bien compris que c'était à la première personne qu'il fallait fabriquer. Il a eu besoin d'une première personne plurielle, il a mis nous, donc il a déjoué l'idée du tu. Il l'a bien fait en première personne. Donc il a déjoué ce problème-là. Est-ce que perdre un ski, c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à être assis sur un télésiège? Oui. Donc il a déjoué la reprise de situation. Il a réussi. Est-ce qu'il a bien utilisé les temps du récit, c'est-à-dire des imparfaits et des passés simples? Eh bien, oui, à deux exceptions. C'est le fameux rentré. Bon, bah, celui-là, il ne va pas. Nous hum rentré. Il y en a un qui ne va pas. Et puis, c'est le regarder, mais le vide devant fonctionne. Et il fait quelque chose d'aussi de très intéressant en ligne 5. Il fait des passés composés. Et quand il a besoin d'une description, il repasse à l'imparfait. Le paysage était très beau et le soleil était joli. C'est-à-dire que là, on a un élève qui maîtrise parfaitement le système temporel du récit. Et il sait que quand il est dans la description, il fait de l'imparfait. Quand il est du récit, il fait du passé composé. Il y a deux couacs, mais sur l'ensemble, ils sont tous justes, les verbes. Il y a une dizaine de verbes, il y en a 8 sur 10 qui est faux. Qui est juste, pardon. Voilà. Bon, c'est pour moi aussi, c'est 11h30. Il y en a 8 sur 10 qui sont justes. Donc, il déjoue la reprise de situation, il déjoue la reprise de personnage, il maîtrise le système de temps, et nous rentrons au chalet, il arrive à fabriquer une fin. Nous avons donc un texte qui est sur tous les critères de ce que c'est qu'un récit et tous les critères de ce qu'est une fin de récit. Nous avons un très bon texte. Nous avons un très bon texte. Ensuite, ce très bon texte, il a plein de fautes de grammaire. De mots qui ne s'écrivent pas comme ça, de temps qui ne s'écrivent pas comme ça, ou des C arrêtés. Bon. Donc, au point de vue de la cohésion, vous voyez, si je prends la première ligne, C, c'est pas bon, arrêter, c'est pas bon, cause, c'est pas bon, abaisser, c'est pas bon, garde-boue, manque de vocabulaire, parce que tout attaché, elle, et il y a une virgule après. Au point de vue de la cohésion, c'est pas très très bon. C'est pas très très bon. Mais alors, est-ce que ça vaut entre 4 et 8 sur 20? Pour ceux qui ont des CM1 parmi vous, c'est quand même pas mal, moi, je trouve, la maîtrise de l'orthographe, même s'il y a quelques fautes dans le début. En tout cas, il a mis entre 4 et 8 sur 20. Et puis, le récit est très, très bon.
Et il a mis 7 sur 20. Donc moi, je fais une estimation, vous voyez, je fais un bilan, je fais un jugement de la production de ce récit et du cadre dans lequel il s'est écrit. Et mon bilan, c'est qu'il y a des fautes d'orthographe, un peu, et que l'élève a parfaitement réussi à écrire la fin d'un récit. Et c'est en confrontation avec les notes de l'enseignant. Alors, comment cet enseignant justifie-t-il qu'il n'a pas le même avis que moi? D'abord, eh bien, on va voir quel avis porte l'enseignant. Eh bien, tout d'abord, cet avis, on va non pas le voir dans l'appréciation globale, mais on va le voir dans les commentaires qu'il fait au fur et à mesure. Donc, vous voyez, en bas, ici, là, la page, vous avez tous les commentaires. Le télésiège s'est arrêté, passé simple, passé composé, pardon. Moi, j'ai dit réussite. L'enseignant le souligne et dit quoi? Je veux un passé simple s'arrêtant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette correction? Là, le télésiège s'est arrêté, s'arrêta en dessous. Je veux un passé simple. Il y a au moins 3 commentaires à me faire sur ça. Ben, le premier commentaire, c'est que cet arrêté était juste. Non pas au point de vue de la cohésion, mais au point de vue de la cohérence. Il n'était pas juste au point de vue de son écriture grammaticale, mais il était juste au point de vue du temps, un passé composé. Donc l'enseignant corrige quelque chose que moi j'aurais laissé passer. Donc l'enseignant attendait vraiment que du passé simple. Mais est-ce qu'il l'a dit? Il ne l'a pas dit. Vous voyez, si je vous dis, décrivez-moi ce que vous voyez par la fenêtre, pour ceux qui sont devant la fenêtre, ou alors décrivez-moi ce tableau ici. Et puis que votre camarade devant, elle me dit, le jaune est éclatant. Et que je lui dis, bah, pas du tout, il est bleu. Elle me décrit ceci, et moi je voulais décrire cela, mais je ne l'ai pas dit. C'est de ma faute à moi. C'est de ma faute à moi. Ce n'est pas de la faute de l'élève. Parce que l'élève, il voit du jaune, du bleu partout, il me dit, je vois du jaune. Ah oui. Et puis, effectivement, on voit aussi du bleu. Si l'élève, on lui reproche qu'il n'y ait pas de passé simple, c'est qu'il fallait que dans la consigne, on lui dise. Mais comme on ne lui a pas dit, eh bien, je suis bien obligé d'accepter que quand vous voyez ça, vous me dites qu'il y a du jaune. Ah oui. Si je vous avais dit, décrivez-moi celui-là là, du milieu, là, celui-ci, et que vous m'aviez là, vous me diriez, bah, c'est des variations sur le bleu. Donc, le commentaire de l'enseignant là, il est illégitime. Il est illégitime. Il est légitime parce qu'il n'attendait pas les passés simples. Il ne l'a pas dit. Ensuite, il est légitime pour une deuxième raison. C'est qu'il aurait dû corriger le passé composé. S apostrophe, EST, arrêté et. C'est ça qu'il fallait corriger. La forme était juste pour le sens, mais mauvaise pour la forme. Donc, il fallait corriger la forme. Donc, ce qu'il devait mettre en dessous, c'est pas s'arrêta, c'est arrêté, écrit correctement. Donc, première info, il y a illégitimité de la correction ici. Deuxième information, je veux un passé simple. Moi, je voudrais bien un appartement en Grèce pour mes vacances. Ça me ferait bien plaisir, un peu de chaleur, manger des yaourts avec du miel, ça me ferait du bien. Mais je ne dis pas sur vos copies ce que je veux. Ce que je mets sur vos copies, c'est ce qui doit être fait. Et donc l'expression je veux, elle est complètement délirante dans cette copie-là. À la rigueur, on aurait pu vous dire je voulais à partir des consignes, ou je voulais à partir des critères, un passé simple. Mais je veux quelque chose, c'est pas nous qui avons inventé le récit du français, c'est pas nous qui avons inventé c'est pas nous qui avons des volontés de petits garçons colériques, je veux ceci ou cela. Non. Donc le je veux, il est complètement illégitime lui aussi. Pas comme ça qu'on a ça. L'élève, il n'écrit pas le français de M. Montaclair. Il écrit le français. Donc, pas un je veux, mais il faut. Enfin, il faut. À la rigueur, c'est un il faut.
Et puis ensuite, et là nous allons nous appesantir là-dessus, sur la nature des ratures. La nature des ratures. Ici, nous avons, comme vous pouvez le constater, une forme complètement fausse, au point de vue de la grammaire. Elle est soulignée par une vaguelette. L'élève, il en comprend quoi? Ben, il en comprend que ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est une autre, s'arrêta. Or, l'élève, il faut bien lui faire comprendre que ça, ce n'est pas possible. Hein. SES, plus l'infinitif du verbe arrêter. Il faut lui rayer ça en lui disant écriture du temps, S apostrophe EST, arrêter, et. Donc, il faut rayer les formes fausses, pas les souligner. Si c'est souligné, c'est qu'à peu près, c'est une possibilité. Ce que j'essaie de vous amener, ce sur quoi j'essaie de vous amener, c'est sur le code. Le code que vous allez utiliser, qui doit être cohérent en fonction de la nature des fausses. Regardez par exemple celui-ci, personne. Personne, il est faux du faux, c'est l'ultime faux, le personne. On ne peut pas faire plus ignoble que faux. Pourquoi? Parce qu'il est souligné, et en plus, il est rayé. Alors là, celui-là, c'est une erreur monumentale. Qu'est-ce qu'a dit l'élève? Le télésiège s'est arrêté à cause d'une personne qui n'avait pas baissé son garde-bon et d'une autre personne parce qu'elle avait perdu. Bah, c'est tout à fait juste grammaticalement. C'est juste dans le récit, c'est juste grammaticalement, c'est tout à fait parfait. Mais alors c'est faux, c'est absolument faux. Pourquoi? Répétition. Quand on a une forme grammaticale comme c'est arrêté, qui est complètement aberrante au point de vue de la langue, on ne la corrige pas. Et puis quand on a une faute de style, alors là, on déclenche la bombe atomique et le plan hors sec. C'est souligner. Non, il faut être un petit peu cohérent. Vous avez plein de choses à faire. Vous pouvez faire des petites vaguelettes. Oui, ok, petites vaguelettes. Petites vaguelettes, moi j'aurais fait une petite vaguelette sous personne. Voilà. C'est juste personne. Ça va, ça passe personne. Mais j'aurais pu éviter la répétition en mettant elle. Donc personne. Moi j'aurais mis elle en dessous comme ça. Vaguelette. Ok. Vaguelette, souligné en dessous, c'est juste, mais on aurait pu faire mieux. Et l'élève, il saura que quand vous soulignez comme ça en dessous, c'est juste, mais ils auraient fait faire mieux. Ensuite, rayer. Rayer, les SES. Voilà, ça c'est faux. Ça, il ne faut plus le refaire. Ça, c'est comme ça, c'est pas SES, c'est S apostrophe EST. Donc vous rayez parce que c'est faux. Ensuite, bah oui, pourquoi pas entourer? L'élève fait SES arrêté ER, donc il fait SES arrêté, vous entourez, puis vous mettez en dessous, c'est arrêté et non, c'est le télésiège, vous mettez la vraie correction. Et l'élève, il sait que quand vous soulignez, ça veut dire quelque chose, quand vous rayez, ça veut dire quelque chose, quand vous entourez, ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous avez déjà, non, je ne vais même pas vous, est-ce que je suis sûr que les enseignants de géographie que vous avez et d'histoire insistent parfaitement sur le fait qu'une carte n'a de valeur que s'il y a une légende. Vous avez un bazar sur la carte, qu'est-ce que c'est? Vous regardez dans la légende et vous voyez que le T, ça veut dire que tourisme. Et puis le P, ça veut dire port. Et la légende. Et il faut que vos élèves, ils maîtrisent votre légende. Ils maîtrisent la légende que vous allez employer. Si vous faites une croix comme ça, si vous rayez quelque chose, quelle est la différence entre la croix et le simple trait qui raye? Eh bien, vous allez l'expliquer à l'élève. Vous allez lui dire, quand je mets une croix, c'est parce que c'est la consigne qui n'est pas respectée. Quand je raye, c'est que c'est la langue qui n'est pas respectée. Puis ils auront 5 croix et puis 2 rayures. Ils sauront que 2 fois il y a la langue qui ne va pas et 3 fois il y avait non-respect de la consigne. Oui, le code, il est important parce que c'est cela qui va justifier votre note. Après, vous avez décidé, par exemple, que les croix, c'est le respect ou non de la consigne. Vous avez une croix dans tout le texte.
2 croix dans tout le texte. Ben, cet élève, il a tout réussi sauf 2 fois. Et vous savez comment? Vous avez mis 2 croix. Par contre, vous avez rayé 27 mots. 27 mots, 4 par ligne. Bon, ben là, pour la langue, ça ne va pas. Donc, la langue, c'est E. Mais la note, c'est 16 sur 20. Parce que vous avez un code maîtrisé par l'élève, soit un code couleur, soit un code de petits gribouillis comme ça, qui est cohérent. Et cet enseignant-là, s'est arrêté, s'est souligné. ABC, donc lui, par exemple, ABC, il est rayé, donc ça, ok, très bien. Garde-bon, il est souligné comme c'est arrêté, sauf que vous voyez, s'arrêter et garde-bon, là, c'est un mot qui n'existe peut-être pas. Là, c'est une forme qui n'existe pas du tout. Ce n'est pas du tout la même type d'erreur, donc ça ne va pas. Et puis, alors, regardez le commentaire, garde-corps, et entre parenthèses, je suppose. L'enseignant fait comme s'il ne comprenait pas ce que veut dire l'élève. Est-ce que c'est l'enseignant? C'est parce que c'est qu'un télésiège et puis qu'il y a un truc qui se rabat devant? Non, ça, c'est un commentaire qui est juste fait pour humilier, je suppose. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire je veux, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Non, on est là pour mettre des commentaires qui font progresser les élèves. Donc là, on a, au point de vue du petit trait, quelque chose qui ne va pas. Et puis sur le commentaire, il est nul et non avenu aussi d'une personne. Répétition, maladroit, mal dit. Répétition, maladroit, dit. D'une autre personne parce qu'elle avait perdu. En quoi est-ce que c'est maladroit parce qu'elle avait perdu? C'est un jugement de valeur. Où est-ce qu'il est le jugement de valeur dans mes critères? Il n'y en a pas. Donc ce commentaire-là aussi, c'est un commentaire sur le style. Personne parce qu'elle, maladroit, répétition qui, ça c'est du jugement de valeur. C'est de l'amélioration du style. Est-ce que, en fait, j'étais là sur un texte dont je devais simplement améliorer le style? Si oui, ben c'est important. Sinon, ces commentaires-là ne vont pas non plus. C'est ce qui, et alors, répétition, alors, il y a 2 fois alors. Le télésiège s'est arrêté, donc il veut un passé simple, il le souligne. Il le souligne d'ailleurs pas de la même façon que le premier. Hein. Vaguelette, très en dessous, bon, ben, décidez. Faut qu'il décide. Hein. C'est arrêté pendant 5 minutes. Alors, on vit, regardez. Donc là, il met un commentaire, point d'interrogation. Ça, c'est un commentaire qui ne veut rien dire du tout. Hein. Donc, il fallait qu'il en raye un. Et celui-là, il est faux. Donc, il faut qu'il. Là, quel commentaire on doit faire? On doit dire tu as mis 2 verbes. L'un seul va, celui qui est au passé simple. Alors, on vit le paysage. Il était très beau, c'est très bien. Et ensuite, très maladroit. Très maladroit. Reparti, mal dit. Et nous eûmes rentré. Alors là, il est faux. Il faut mettre soit rentrâmes, soit nous sommes rentrés. Tous les commentaires, c'est des commentaires de valeur ou c'est des commentaires illégitimes. Les commentaires illégitimes, c'est ceux qui contestent le vocabulaire. Le vocabulaire, c'était à lui de le construire, l'enseignant. Ou qui contestent les passés composés, c'était à lui de dire qu'il les voulait. Ou illégitime, c'est tout sur le style, maladroit, mal dit, répétition. Et donc, évidemment, avec tout ça, on a un élève qui réussit parfaitement l'exercice, mais qu'on note sur un autre critère que celui de l'exercice. Donc, la correction, elle est absolument calamiteuse. Absolument calamiteuse. Parce qu'on n'évalue pas ce qu'on avait dit qu'on évaluerait. Parce que on ne tient pas compte des réussites de l'élève. Et il y a une réussite extraordinaire, c'est le passage du passé composé à l'imparfait
l'élève passe du récit à la description, il passe du passé composé à l'imparfait. Il le fait 2 fois, et ça, on n'en tient pas compte. Alors, regardons maintenant la correction globale, donc appréciation en haut de la copie, donc ce petit élément-là. Évite cette juxtaposition reliée par et. Alors, on regarde. Moi, je ne suis pas mon élève, je regarde. Hein. Déjà, je suis très énervé par les commentaires. Mais alors, je regarde si effectivement c'est. Donc, le télésiège s'est arrêté à cause d'une personne qui n'avait pas abaissé son garde-boue. Et une autre personne parce qu'elle avait perdu ses skis. Et, deuxième et. Alors, le télésiège s'est arrêté pendant 5 minutes. Alors, une fille regardait le paysage. Point. Et. Il y en a 2. Évite ces répétitions par et. Ils sont les 2 autres. Il y en a que 2. Oui, mais il y a un point. Il y a un point avant. Donc après, ça repart. C'est normal que dans une phrase, il y ait des. Ce qui n'est pas normal, c'est quand il y en a trop. Et ce qui se passe ici, c'est que dans cette phrase, il y a 2 et. Est-ce que c'est jugement de l'exercice? Vous allez me rendre une dissertation sur un texte, dissertation. Et premier commentaire que je veux vous faire, je vais vous dire, page 17, vous avez oublié l'accent circonflexe sur arrêté. Vous allez me dire, monsieur Montaclair, il faut arrêter la picole. Monsieur Montaclair, la dissertation, elle a des critères. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que j'ai répondu à la consigne? La consigne, c'était, y a-t-il une rupture, une barrière entre l'homme et l'animal? Vous me dites, ligne 27, j'ai oublié l'accent circonflexe. Quel est le rapport entre votre commentaire global et la copie? Eh bien là, ai-je réussi le récit, oui ou non? Évite de mettre c'est pas dans le texte. Donc le commentaire, il est illégitime parce que c'est pas dans la copie. Et ensuite, c'est un commentaire qui ne corrige rien, qui n'évalue rien. C'est un commentaire qui donne un avis de plus de l'enseignant, mais qui ne juge pas de la réussite à la consigne. Bon, première phrase, ça ne va pas. Il y a beaucoup trop de maladresse de rédaction. Est-ce que c'est dans les consignes d'un récit d'être maladroit dans la rédaction? Donc non, donc ce commentaire-là, il est à côté de la plaque. Tu n'as pas employé, comme il était demandé, les temps de la narration. Et alors là, c'est le sommet. Là, je prends rendez-vous tout de suite avec l'institut. Pourquoi? Parce que les temps de la narration, ils sont parfaitement employés. Et en plus, ce n'était pas demandé. Donc, comme il était demandé, est illégitime. Et en plus, l'élève a réussi. Donc, cet élève qui devrait avoir autour de 17 sur 20 pour la production de son récit, il a 7 sur 20. Il manque un 1. Ce sont nous un oubli de l'enseignant. Il a oublié de mettre le 1 qui était devant. Je me suis demandé où était la séquence où ça se localisait, quelle était la réussite de l'élève, j'ai évalué la copie et maintenant je vois la correction et je l'évalue. Et à l'évidence, cet enseignant n'a pas de critères de correction. Et pire que ça, je dirais qu'il n'a pas de critères de réalisation des exercices. C'est-à-dire que quand il donne un exercice, il y a une sorte de résultat un peu mythologique, un peu espéré, un peu mythique. Il attend que il y ait quelque chose qui sorte. Et puis ça ne sort pas comme il veut. Je pense surtout que c'est un enseignant qui ne peut pas blairer l'élève. Pour vous dire les choses simplement, parce que quand on voit qu'il se moque de lui, quand on voit qu'il refuse toutes les réussites, c'est sans doute qu'il a quelque chose qui fait qu'il veut trouver des erreurs dans cette copie-là, ce qui est évidemment indigne d'un enseignant. Comment je l'aurais corrigé, moi, cette copie? Comment je l'aurais corrigé? Eh bien, j'aurais sans doute mis des vaguelettes, sur tout ce que lui, il considère comme maladroit et mal dit, etc. Bon, si je veux travailler le style, effectivement, j'aurais mis des vaguelettes. Et l'élève, il sera une vaguelette, ça va, c'est bien, mais ça ne passe pas. J'aurais mis des très bien dans la marge. J'aurais mis des très bien dans le passage dont il était très beau, donc ici, le passage du passé simple à l'imparfait. Là, j'aurais dit que c'était très bien. J'aurais corrigé, évidemment, j'aurais rayé ou j'aurais entouré tous les passés composés en disant le temps est le bon, mais le passé composé ne s'écrit pas comme ça. Vous y arrêtez plus. Participe passé.
Et donc, j'aurais fait une correction où il y aurait beaucoup moins de commentaires que lui, mais il y aurait des commentaires explicatifs. Le s'est arrêté comme ça, il est vrai et faux. Il est vrai, il est bon au point de vue de la consigne attendue, de la réponse à la consigne attendue, mais il est mauvais au point de vue de son écriture grammaticale. Et donc, ça aurait donné sans doute une note qui serait plutôt autour de 10, 12, 12 au point de vue du D. Hein, donc, on serait plutôt passé sur du C, voire du B, C et D. Voilà, c'est à peu près écrit en français. Mais, avec comme commentaire qu'il faut absolument revoir comment s'écrivent les passés composés. Et puis, un 17 sur 20 ou quelque chose comme ça pour 18 pour l'écriture du récit, parce qu'il est parfait ce récit. Il n'a que deux verbes qui ne vont pas, c'est nous eûmes regardé, nous eûmes rentré, qui est un temps qui n'existe pas, et puis il a le vie regardé qui ne va pas. Mais il y en a un des deux qui va quand même, le vie. Donc, une seule grosse erreur, nous eûmes rentré au chalet. Et en plus, l'élève a fait une très bonne situation finale, parce que avec quoi ça va dans l'imaginaire un télésiège? Ben, ça va avec une barrière qui protège, ça va avec des skis qui peuvent tomber, et ça va avec un chalet. Avec un chalet. Ça, fallait inventer le chalet. Plus une fin. Donc, le récit est très bon. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Je vais sortir maintenant, je vais sortir de cette copie pour essayer de vous donner les grands axes d'observation. Il faut que vous regardiez dans le code de correction employé si vous trouvez une cohérence. Est-ce que vous arrivez à trouver la cohérence employée par l'enseignant pour ces surlignements, soulignements, ratures, ratures en croix, etc. Est-ce que vous voyez une cohérence? Oui, non. Si vous ne la voyez pas, c'est une mauvaise correction. Est-ce que vous voyez une cohérence entre ce que vous jugeriez, vous, comme étant une note acceptable, et ce qu'il a mis lui? Si vous ne trouvez pas de cohérence entre votre analyse et la sienne, c'est qu'à un moment donné, il y a soit une mauvaise analyse de votre part, ce qui est tout à fait possible, vous n'avez pas vu ce qu'il fallait voir, mais ça, vous le sauriez avec les commentaires de l'enseignant. Soit ben, c'est que les commentaires de l'enseignant ne sont pas légitimes par rapport à la note qu'il a mise. Donc, le code, la notation, que vous devez regarder encore, c'est si le commentaire global est un commentaire qui fonctionne finalement en entonnoir, ce que j'appelle en entonnoir, et bien du plus général au plus précis. Dans mon exemple de tout à l'heure, on ne va pas dire ligne 3, tu as oublié l'accent circonflexe. On dit d'abord la réponse à la consigne. Tu as réussi, tu as échoué. Tu as réussi à utiliser. Tu n'as pas réussi à utiliser. Donc, global. Ensuite, plus restreint, les temps sont comme ceci ou comme cela, réussi ou échoué. La description est comme ceci ou comme cela, elle a échoué ou réussi. Et puis enfin, un commentaire sur la langue éventuellement, très restreint. Tu as trop de mots qui sont mal écrits. Tu as trop de mots d'usage qui sont mal écrits. Peut-être. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un entonnoir. On part du général, respect de la consigne, réussite de l'exercice, jusqu'à le plus serré, les informations. Donc, est-ce que le fonctionnement de commentaire global fonctionne sur ce principe du large au petit? Est-ce qu'il est explicatif? Est-ce qu'il est explicatif? Les temps ne vont pas. Ça ne veut rien dire, ça, les temps ne vont pas. Ce qu'on doit dire, c'est les temps étaient le passé simple et tu ne l'as pas utilisé. Voilà, ça veut dire quelque chose. Ou alors, les temps ne vont pas, tu ne sais pas écrire les passés composés. Ça veut dire quelque chose. L'élève, il sait que le progrès qu'il doit faire, c'est de regarder dans le Becherel ou dans le livre de grammaire comment s'écrivent, ou sur les affichages du tableau, comment s'écrivent les passés composés. Donc, point suivant, celui-là. Vous devez ensuite regarder si les commentaires de l'enseignant sont des commentaires qui sont explicatifs de ce qu'il fallait faire. Alors, par exemple, s'arrêta, oui, lui, il est quand même explicatif. Il est explicatif,
Mais je le dis tout à l'heure, il n'est pas légitime. C'est arrêté, ça allait bien. Donc, est-ce que les commentaires de l'enseignant, je veux, je suppose, point d'interrogation, maladroit, est-ce que ça, c'est des commentaires qui font progresser l'élève? Si je vous dis, qu'est-ce que vous êtes maladroit dans votre écriture, vous allez me dire, mais monsieur Montaclair, c'est l'introduction qui ne va pas, c'est quoi? C'est la problématique qui ne va pas? C'est qu'est-ce qui n'est maladroit? Ben oui, la correction, elle doit le dire. Elle doit le dire. Donc, quelle est en quoi est-ce que les annotations d'enseignants aident à corriger la copie, aident à améliorer la copie, aident à améliorer la production d'élèves? Et puis enfin, un élément que vous avez dû regarder pour réussir l'exercice, c'est comment vous pensez la séquence, la localisation, la consigne, l'amorce. L'amorce, c'est ça. La consigne, c'est ce que nous avions déjà écrit. Nous avons écrit nous-mêmes, écrit un récit, la fin d'un récit en utilisant la première personne et. Et puis, ce que vous avez dû regarder pour réussir cet exercice-là, c'est si l'élève coïncide à un modèle attendu. Puisqu'il n'est pas ici, vous avez dû le construire. Donc, oui, critiquer une copie d'élève, critiquer, et je vous rappelle que critiquer, ça ne veut pas toujours être négatif. Critiquer, c'est dire aussi qu'il y a des bonnes choses. En l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup là. Mais il y a critiquer la copie de l'élève, c'est dire que la copie de l'élève est une bonne copie. Critiquer la correction, c'est dire que la correction de l'enseignant est une mauvaise correction. Critiquer, ce n'est pas positif ou négatif, c'est juste apporter une observation, apporter une observation circonstanciée, apporter une observation avec critères qui jauge du rédit. Donc, la note, pourquoi? Où est la consigne? Où est l'amorce? Bon, mauvais. Les corrections sont-elles légitimes? Vont-elles progresser? Y a-t-il un code graphique? Oui, non. Le commentaire global est-il un commentaire qui fait progresser et fonctionne-t-il en maintenant? Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on attend de vous si vous avez un sujet de ce type-là. C'est de manipuler ces différents degrés-là, séquence, localisation, réussite, évaluation de la copie, évaluation de la correction, dans une présentation qui permette de jauger, le mot est bon, non pas simplement juger, mais d'évaluer copie et correction. Est-ce que sur cela, vous avez des questions? Oui. Alors ça, c'est ce dont vous avez besoin, vous. Ouais, quand vous jugerez de la réussite de l'élève, il faudra bien que vous disiez que vous le jugez bon vous parce que ça correspond à ce que vous supposez être attendu. C'est un document que vous avez. Et puis rappelez-vous que l'épreuve de ce type-là, elle est à l'oral, puisque c'est l'oral de l'écrit. À l'écrit, il n'y a pas de partie pédagogique. C'est à l'oral. Donc, vous avez les documents que vous voulez à l'oral, bien sûr. Mais le jury pourra très bien vous demander, alors pourquoi vous acceptez un passé composé? Vous lui direz, parce que dans les critères du récit, il y a les critères du passé composé. Bon, c'est tout pour aujourd'hui.